Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce tout premier épisode de temps additionnel en podcast. Et oui, YouTube a été délaissé par notre équipe, mais on est désormais sur les différentes plateformes de streaming pour vous proposer un autre contenu, un tout nouveau format. Donc on va débuter aujourd'hui ce nouveau format avec un sujet bien précis, comme on avait l'habitude de le faire dans nos émissions YouTube. Mais cette fois, on va s'attarder vraiment pendant 45 minutes, 1 heure. Ça dépendra de ce qu'on aura à dire sur les différents sujets. Donc, on va commencer aujourd'hui avec le sujet suivant. Doit-on reprendre à tout prix les championnats dans cette période compliquée que nous connaissons tous actuellement? On va tenter d'y répondre et de connaître les différents avis de nos chroniqueurs du jour et des vôtres aussi en commentaire que ce soit sur Twitter ou sur nos différents réseaux. N'hésitez pas à laisser vos réactions sur ce sujet. On va présenter l'équipe. L'équipe aujourd'hui est composée de Christophe. Salut à toi Christophe. Salut Quentin, salut à tous. Donc Christophe, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y en a certains qui vont certainement nous découvrir à partir de ce podcast, donc c'est un supporter des Girondins de Bordeaux et c'est notre monsieur Fédération française de football de l'émission. Ouais. Bosse toujours à la DNCG, Christophe, c'est ça? Ouais, pour l'instant, ouais. On pourrait avoir d'ailleurs ton avis qui sera, je pense, intéressant vu que t'es pas forcément à l'intérieur même des décisions de la 3S, mais je pense que tu peux en savoir plus que nous à certains niveaux. Donc on va certainement s'appuyer sur toi sur certains dossiers du foot français. Ouais. Et notre deuxième chroniqueur ce soir, c'est Kylian. Salut à toi Kylian. Salut à tous. Alors Kylian, lui, supporter de l'Olympique Lyonnais et avec qui j'ai déjà eu l'occasion de faire de nombreux projets radio. Et on se lâche plus depuis. Oui, c'est vrai. C'est ça, voilà. Donc, moi, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin. Donc, j'anime des émissions sur YouTube depuis plusieurs années maintenant. Donc, sur le foot, donc des émissions d'1 heure et demie sur l'actu. Et c'est ce que vous retrouverez toutes les semaines avec nous. Que ce soit en podcast ou même sur YouTube, des émissions sur l'actu, des hors-séries parfois. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour ce nouveau contenu proposé par Sports Content. On est très heureux d'ailleurs que cette collaboration puisse commencer et j'espère va perdurer dans le temps. On va pas perdre de temps les gars, on va commencer donc sur ce sujet qui est le gros sujet d'actualité du moment puisque nos championnats sont à l'arrêt à cause de la crise sanitaire du coronavirus que nous connaissons ces dernières semaines, une crise qui a impacté le monde entier et donc notamment l'Europe de plein fouet depuis maintenant quelques semaines. Cette crise a bien évidemment impacté le monde du football, comme vous le savez, avec l'arrêt de tous les championnats, hormis le championnat biélorusse qui reste le village qui le Gaulois, qui reste en Europe. Mais bon, on va pas s'attarder sur la Biélorussie, on va plutôt s'attarder sur ce qui se passe, notamment chez nous, puisqu'il y a beaucoup de choses qui disent depuis quelques semaines. Donc le championnat de Ligue 1 est arrêté depuis, les championnats en France sont arrêtés maintenant depuis plus d'un mois quasiment. Ouais. Ça s'est arrêté quasiment Ligue 1, je crois, à la 29e journée, si je dis pas de conneries. C'était le 12 mars. Ouais, c'était le 12 mars, ouais. C'est ça, exactement. Donc, décision d'arrêter pour essayer de limiter la propagation du virus. C'est une bonne décision, on va pas contredire ça, bien évidemment. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, les amis, c'est par rapport à la reprise du championnat. On va commencer par la question de base qui est posée aujourd'hui. Est-ce que pour vous, nous devons prendre les championnats à tout prix? Kylian, j'aurais aimé avoir ton avis en premier. Ensuite, on verra avec Christophe ce qui se dit dans les instances. Alors, à titre personnel, je trouve que le championnat devrait pas reprendre. Parce que de toute façon, quand on voit d'autres compétitions internationales comme les JO ou la Coupe d'Europe de foot qui ont été reportées, je dis que si les événements sportifs à échelle internationale comme ceux-là sont reportés, c'est que même au mois de juin, si les championnats étaient amenés à reprendre, il y aurait un risque qui subsisterait. Et donc voilà. Et dans un autre temps, quand je vois par exemple le président de Brest qui a fait une déclaration qui va dans ce sens-là d'arrêter tout simplement le championnat et garder le classement tel qu'il est à l'heure actuelle, je pense que c'est le plus sage de pas aller au terme de ce championnat.
Alors en effet, tu parles de Denis Le Saint, Oui. le président du Stade Brestois, qui a envoyé un mail vendredi à ses différents homologues de Ligue 1 et Ligue 2, qui est le suivant. Donc, pensez-vous que nos concitoyens aient la moindre envie de rentrer dans un stade fin mai alors que le risque est toujours présent? Les Français ont peur pour eux et pour leurs proches. La priorité va à la santé. Le football ne viendra qu'après. Est-ce que tu te retrouves un peu dans ce que dit Monsieur Le Saint à ses différents collègues du foot pro? Oui, clairement. Ça me semble être la décision qu'il faut prendre, et je trouve que ça tarde un petit peu. Après, il y a la pression de l'UEFA en fond qui menace de pas qualifier les clubs en Coupe d'Europe, mais je trouve que c'est la décision qu'il faudrait prendre depuis au moins 15 jours. Alors l'UEFA, on en parlera dans une deuxième partie de cette émission. On va rester en France. Alors il faut savoir que suite à cela, enfin bon, ça c'est pas ça qui l'a provoqué, mais c'est une prise de position qui divise pour le moment le foot français, parce qu'une majorité des dirigeants veulent bien évidemment reprendre les compétitions et qu'elles aillent jusqu'au bout. C'est le cas d'une majorité du bureau de la LFP. Qui s'est réunie vendredi dans l'après-midi avec la présidente de la LFP, Nathalie Bock de la Tour, Didier Quillot, directeur général, le président du NFP, Philippe Pia, différents représentants du syndicat du foot, notamment plusieurs présidents de Ligue 1 et Ligue 2, donc Nasser Al-Khelaifi, Jean-Pierre Caillot, Jacques-Henri Hérault, Bernard Joannin, Valdemar Kita, Laurent Nicolin, Bernard Cayazo, Francis Graille, Claude Michy et Michel Denisot, qui représentait la 3F, et notamment Vincent Labrune, on ne sait pas trop ce qu'il foutait là, mais bon, donc des présidents qui se sont tous ralliés qui se sont alliés contre Denis Le Saint, qui considère sa demande comme étant égoïste et opportuniste, car Brest n'est pas encore maintenu et a touché 91% des droits télé, alors que des clubs comme par exemple Marseille et Paris n'ont même pas touché 50% de leurs droits télé. Alors, concernant d'abord cette situation, personnellement toi Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faudrait arrêter les championnats, oui ou non? Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il faut pas les arrêter. Bien sûr que ça peut évoluer très rapidement en fonction de comment se déroule tout ce qui est autour du coronavirus. Mais là, moi, je trouve ça plutôt intéressant que pour l'instant, ils prennent pas de réelles décisions en essayant de gagner un peu de temps et en essayant de voir comment ça évolue. Eux, j'imagine qu'ils espèrent reprendre début juin. En gros, c'est le scénario voulu en tout cas par les différents dirigeants visiblement. Et moi je trouve que si effectivement si c'est vraiment jouable de reprendre juin, après peu importe les conditions, que ça soit en huis clos, pas huis clos, ça sera discuté à ce moment-là. Pour toi la meilleure façon de reprendre, ce serait quoi? Le huis clos ou on laisse les gens aller dans les stades? Tout dépendra. Si le virus est toujours présent, à mon avis, il faudra quand même repartir sur du huis clos, clairement. Mais tout dépendra de la situation à ce moment-là. Pour l'instant, on n'est même pas encore mi-avril et on est encore en plein dedans, sachant que le confinement risque de durer au minimum jusqu'à fin avril. Donc on verra d'ici là. Mais j'imagine si effectivement tout est fait pour qu'on puisse au moins reprendre le championnat après en huis clos, pas huis clos, on verra. Mais début juin, moi je pense que c'est jouable de finir ça mi-juillet, fin juillet. Et sachant que t'as pas l'Euro en plus et pas les JO, donc tu peux déborder un petit peu et la saison d'après reprendre, au lieu de prendre début août, tu reprends fin août. Je pense que c'est jouable. Après, il y a tellement de données. Parce que si c'est pour faire reprendre très rapidement et que tu as des blessures de joueurs parce qu'ils étaient pas assez préparés, enfin voilà, il y a tellement de choses. Mais moi, j'avoue que, en tout cas, l'idée de saison blanche, ça par contre, pour moi, ça serait une mauvaise idée. Ce serait absurde selon toi? Ouais. Je pense qu'il faudrait soit prendre le classement à la fin des matchs allés, vu que tout le monde s'est joué une fois. C'est la proposition en tout cas qui pourrait être retenue si jamais il y avait un arrêt des championnats. Soit de prendre le classement à date, quoi. À la dernière journée. Il y a quand même eu 3/4 du championnat qui a eu lieu.
je trouve que le classement est plutôt sera forcément le plus proche que celui qui aura en fin de saison. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura aucune bonne solution. Il faudra juste prendre la moins pire, et de toute façon, dans n'importe quelle solution que tu prendras, il y aura des clubs qui seront contents et d'autres pas contents. Donc, à voir. Mais il faut attendre encore un peu, et c'est pour ça que la Fédé pour l'instant et la Ligue Pro attendent un peu. Je pense qu'on en saura un peu plus d'ici une ou deux semaines. Il y aura vraiment des décisions qui seront prises à ce moment-là, je pense. Alors, toi qui bosses, on rappelle à la 3F pour la DNCG, donc au niveau des clubs amateurs, est-ce que toi tu as des échos de ce qui se dit en coulisses, ou alors est-ce que à ton niveau tu n'as aucune info Le peu que j'ai, c'est un peu ce qu'on entend. C'est déjà la Fédé, elle veut absolument éviter justement ce que je vous disais, la saison blanche. Pour eux, dans l'idéal, ça serait de reprendre. Je parle pour les amateurs, là, attention, je parle pas pour les pros. L'idéal, et amateur, quand j'entends amateur, c'est les grosses compétitions nationales, 1, 2, 3, et les régionales à la limite. Mais après, plus bas, je pense que de toute façon, le championnat s'arrêtera. Enfin, c'est, à mon avis, au niveau vraiment amateur, ça reprendra pas. Mais pour les autres, ils veulent faire reprendre début juin, comme les pros, et faire le plus de matchs possible jusqu'à la fin juin. Et peu importe s'il manque 4-5 matchs à la fin, au 30 juin, ils prendront le classement qui aura lieu au 30 juin, et ils feront les montées, les descentes selon les classements. Alors ça, là, idéal pour eux. Là, ce qui se dit en soi pour le moment au niveau du foot amateur, donc ce que j'ai lu en préparant cette émission, c'est que l'arrêt des compétitions, c'est pas encore le cas, mais c'est une solution qui semble la plus probable aujourd'hui, puisque la période du confinement pourrait aller au-delà du 15 avril. Oui. Et en fait, pour le moment, les différents présidents de district sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente, notamment pour savoir s'il va y avoir des saisons blanches, s'il y aura quand même des montées, des descentes. Eux, ils sont plus sur des saisons blanches, par contre. Tous les présidents de district, enfin pas tous, peut-être pas tous, mais la majorité, présidents de district et présidents de ligue, eux, apparemment, seraient plus pour faire saison blanche. Repartir sur un truc... Et du coup, pour parler quelque chose qui est hors terrain, ça a des répercussions également sur les élections fédérales qui sont repoussées à mars 2021, et du côté des ligues, ça sera en janvier 2021 et mi-décembre pour les districts. Donc ça va évidemment bousculer beaucoup de choses au niveau du foot amateur. À ton avis, est-ce que il y aura comme un plan de relance pour les clubs amateurs qui pourraient souffrir justement de cette crise? C'est ce qui est prévu. D'accord. Ça a même été annoncé. Je crois qu'il y a un plan pour l'instant, en tout cas, de 80 millions d'euros, d'aide de 80 millions d'euros pour l'ensemble des clubs amateurs. Ça peut paraître pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Oui, ça a été annoncé, ça. Et j'imagine s'ils peuvent développer un peu plus, ils le feront, mais en tout cas, c'est l'optique de la Fédé d'aider les clubs amateurs, parce que clairement, financièrement, ça va être très compliqué. Déjà qu'on parle que ça va être compliqué pour les clubs pros, les clubs amateurs. En tout cas, les clubs amateurs, vraiment, comme je disais, au niveau genre national 1, 2, 3, et au niveau régional aussi, ils engagent beaucoup de frais, ils ont des joueurs à payer, ils sont financés par des sponsors, par des boîtes. Si les boîtes se cassent la gueule, ils ont plus de financement. Ça risque d'être très très compliqué la suite pour ces clubs-là. Et déjà, c'est de savoir si les sponsors qui s'étaient engagés pour cette saison actuelle vont verser. Ça va être la grosse question. Et surtout pour les saisons prochaines, est-ce qu'elles vont pouvoir continuer à donner de l'argent aux clubs? Ça va être très compliqué. Et nous derrière, en tant que DNCG, on va essayer d'accompagner aussi les clubs du mieux possible, mais ça va être assez compliqué, alors pas pour tous les clubs, mais pour une bonne partie. Alors tu parlais de non-versement de certains sponsors, donc ça va être le cas, je pense, pour bon nombre de clubs amateurs, mais on a vu que ça allait être le cas pour le PSG, notamment avec Accor Hotel, Bordeaux. Pour les gens, ils ne payent pas.
C'est ça, tout à fait. Qui refuse de verser la deuxième moitié de ce qui est prévu par le sponsor. Ouais. Donc ça va avoir un impact économique également. C'est pas à négliger tout ça. Alors Kylian, toi tu te prononçais tout à l'heure pour un arrêt de la saison. Pour toi, la solution la plus adéquate, ça serait de terminer sur une saison blanche ou alors de terminer sur le classement arrêté, donc soit à la dernière journée jouée, soit à la mi-saison. Non, le dernier classement arrêté, une saison blanche, c'est pas viable. C'est pas juste pour des clubs qui à l'heure actuelle auraient assuré leur maintien ou qui en seraient proches, ou pour des clubs qui seraient en haut de classement et qui, comme Paris, de toute façon sera champion n'importe quelle saison qui se passe, ils seront champions. Donc de toute façon, la logique ferait qu'ils doivent être champions. Et de toute façon, du point de vue sportif et de l'équité sportive, de base, une saison blanche, ça n'a pas lieu d'être, à mon avis. D'accord. Alors, il y a, comme je le disais, plusieurs dirigeants qui se dressaient contre cette proposition. Alors, il y a notamment des dirigeants qui rejoignent la position du président de Brest, notamment Christian Lecca, le président d'Ajaccio, qui est actuellement 3e de Ligue 2, qui, lui, n'imagine pas aller au bout du championnat. Alors, je le cite, il faut que l'on soit sérieux. Même en août, ce n'est pas imaginable. On annule les JO et on sera capable de jouer au football dans le même temps. L'incertitude sanitaire est trop importante. En Corse, nous sommes très touchés. Nous avons une responsabilité envers nos joueurs et notre staff. J'attends de savoir si le confinement est prolongé pour commencer à en parler avec les joueurs. Il faudra bien sûr négocier ensuite avec les diffuseurs, la LFP et l'État pour trouver une solution économique, mais ce n'est pas une priorité. La priorité est sanitaire et il faut que la raison prenne le dessus. C'est hautement improbable de pouvoir rejouer au football cette saison. Vous êtes plutôt d'accord ou pas avec Christian Lecca ? Pas vraiment, surtout quand il faut qu'on arrête de comparer cette situation-là avec les JO. Et l'Euro aussi, parce que l'Euro, il est annulé pourquoi ? Il est annulé pour laisser la possibilité au championnat de se terminer et aussi à la Ligue des Champions éventuellement dans le meilleur des cas. Les JO, c'est pas un bon exemple. Les JO, pourquoi c'est annulé ? Parce que tu as toutes les qualifications pour les JO qui normalement devraient avoir lieu en ce moment. C'est ça. En tout cas, certaines, pas toutes, mais certaines. Donc, il y en a dans pas mal de disciplines. En tout cas. Impossible pour les gens de pouvoir se qualifier à temps pour le mois d'août. Et surtout, les JO, c'est un événement mondial. Bon, heureusement que c'est annulé puisque tu as tous les gens du monde qui vont à cet événement-là à Tokyo pour aller voir les JO. Là, on parle de championnat français au sein même d'un pays. Là, compare avec les JO, c'est un truc mondial, un truc forcément vu la pandémie qu'il y a mondiale. C'est sûr que c'est complètement con si tu maintenais les JO ou un autre. Comme l'Euro aussi d'ailleurs. Là, le raisonnement de Christian Lecca, lui, c'est plus une façon de protéger son équipe, puisqu'en soi, lui, une saison blanche ou pas saison blanche, il monte. Le souci, c'est qu'il y a d'autres clubs, par exemple en Ligue 2, dont le Paris FC, qui seraient favorables à une saison arrêtée, ce qui les arrange bien, puisqu'ils sont tout en bas. Donc, est-ce que cette période profite pas à des mauvaises fins pour certaines personnes? Je pense notamment à Jean-Michel Aulas, qui a fait polémique ces dernières semaines en balançant l'idée de la saison blanche ou l'idée de la saison calculée sur les 5 dernières saisons. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que c'est forcément le bon moment pour s'exprimer sur ce genre de choses et essayer de tirer profit d'une situation telle que celle-ci? Faire des calculs comme ça, à mon avis, non. Je pense notamment à Aulas, même si c'est le président du club que je supporte, c'était pas décent de se lancer dans des calculs des 5 dernières saisons ou je ne sais quoi. L'heure est plutôt à l'apaisement et à rester chez soi et à commencer, on va dire, à amorcer une réflexion sur comment ils vont essayer de se sortir de ça. Ma position reste la même, mais de toute façon, il faudra entamer une réflexion et c'est pas maintenant qu'il faut se lancer dans des calculs de je sais pas quoi comme l'a fait Aulas en fait.
Alors là, on est encore pour le moment dans la fiction. On ne sait pas quand est-ce que tout ça va se terminer. Ouais. Le confinement, pour le moment, est prévu jusqu'au 15 avril, qui sera certainement reporté, puisque comme on le voit actuellement en Italie, ça risque de se poursuivre encore quelques temps. Donc chez nous, je pense que ça risque de se poursuivre au moins jusqu'à la fin avril. Devrait-on, donc quand je dis devrait-on, c'est par rapport à nos institutions, est-ce que les institutions et les différents dirigeants devraient néanmoins anticiper cette reprise possible et ne pas attendre la déclaration de l'État par rapport à la fin du confinement, c'est-à-dire ne pas attendre une date et anticiper dès maintenant. De toute façon, ils sont déjà en train de, depuis le début du confinement, ils travaillent sur toutes les hypothèses possibles. S'il y a reprise, s'il n'y a pas reprise, et s'il n'y a pas reprise, on prendra quoi comme décision, et s'il y a reprise, comment ça se passera. Et ça, tu peux déjà être sûr que les mecs sont déjà au taquet pour voir comment reprendront les choses ou ne reprendront pas. Mais ils attendent pas ça spécialement. Ils attendent, je pense, surtout comment évolue la pandémie, voir si le confinement marche plus ou moins bien, et de voir que forcément au bout d'un moment, la reprise sera possible ou elle sera pas possible. Là, pour l'instant, à l'heure actuelle, pas vraiment. En tout cas, rien ne donne d'indication comme quoi ça va reprendre très rapidement. Donc à voir, mais en tout cas, je sais que, en tout cas, à la Fédé, et j'imagine dans toutes les autres instances, les mecs bossent d'arrache-pied pour essayer de trouver la moins pire des solutions, que ça soit en cas de reprise ou pas, ou sans reprise, quoi. Donc, Alors, il faut savoir, on va terminer sur le foot français avec ça, que sur ces derniers jours, donc la situation a interpellé en haut lieu, puisque la ministre des Sports, Madame Roxane Marcineau, c'est ça? C'est ça. Marcineau, a sondé en fait les différents patrons du foot français par rapport à la situation économique des clubs, que ce soit au niveau amateur ou même professionnel. Donc des mesures seront certainement prises, même au niveau de l'État, je pense, pour aider, que ce soit pour le football ou même d'autres sports. Parce qu'elle a également reçu les dirigeants des autres, il y a eu une réunion entre les différents patrons du sport français. Donc des plans seront certainement mis en œuvre pour que le sport français ne pâtisse pas trop de cette situation, et que dès que tout reviendra à la normale, ça soit pas comme avant, mais qu'il y ait un semblant, que le sport français puisse continuer à s'exercer, pour que des personnes comme vous et moi puissent exercer leur sport en toute liberté et dans les mêmes conditions qu'avant ce drame sanitaire. Alors, concernant le foot français, on va pas totalement le quitter, puisqu'on va rester tout de même sur le continent européen. On va parler des différents championnats européens. Donc on a la première ligue qui ne sait pas encore ce qui va se passer pour son championnat. Plusieurs clubs aimeraient une saison blanche pour éviter que Liverpool gagne son titre. Bon, après, je pense. Ce qui serait quand même scandaleux. Oui, grandement. Eux, je pense qu'ils sont vraiment en droit de dire pas de saison blanche, parce que les mecs ont quand même 20 points d'avance. Je crois qu'il leur manque 1 ou 2 victoires. Franchement, faut pas se foutre de la gueule du monde. Ouais, c'est ridicule. Alors, en Italie, épicentre de la pandémie en Europe, on ne sait pas encore ce qui va se passer, sachant que le cas en Italie est plus ou moins préoccupant. Oui. Donc là, à voir avec l'évolution. L'Espagne ne sait pas encore ce qu'elle va faire. De même pour l'Allemagne, qui est plus ou moins touchée par cette pandémie par rapport à ses autres homologues. Alors, concernant les championnats européens, c'est à ça que je voulais venir, parce que dans un courrier adressé aux différents clubs jeudi, l'UEFA a recommandé aux championnats de conclure leur saison et menace, c'est bien une menace,
d'exclure des compétitions européennes les clubs sacrés sur tapis vert, comme cela devrait être le cas en Belgique, puisque oui, la Belgique en fin de semaine a prononcé aurait prononcé, hein, c'est pas encore officiel, mais que le championnat ne se terminerait pas, il n'irait pas jusqu'à son terme, et que du coup le club de Bruges serait sacré champion sur tapis vert. Alors, concernant déjà par rapport à ça, donc moi je sais que je connais vos avis maintenant, je pense que Kylian, toi t'es plutôt favorable à ça, Christophe ne l'est pas forcément. Mais par rapport à la menace brandie par l'UEFA, est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous êtes totalement en désaccord avec l'instance européenne, Kylian? En total désaccord, hein, comme tu peux t'en douter. Je trouve que ils n'ont pas forcément d'intérêt à faire une ingérence entre guillemets dans des championnats qui restent à l'échelle nationale et qui ne les concernent pas trop finalement, puisque ils concernent qu'un seul et même pays. Donc je trouve que la déclaration est malvenue parce que ça les concerne pas plus que ça, hormis pour les clubs qui se qualifieraient en Europe. Mais le championnat en soi, les championnats ne les regardent pas, et je trouve que effectivement c'est scandaleux. Alors toi, je suppose que t'es pas trop d'accord avec ce que dit Kylian pour le coup. Non, pas trop sur ce coup-là. Enfin, effectivement, là je suis quand même d'accord avec lui sur le fait que l'UEFA ils aient pas à menacer comme ça les championnats nationaux. Moi, ce que je trouve dommage, par contre, c'est que le championnat belge décide ça. Alors que je pense qu'il y aurait pu avoir des discussions entre tous les championnats européens touchés par le truc et d'essayer de prendre quelque chose en commun, une décision commune. C'est quand même. Ça, oui, par contre, ouais. C'est quand même important et je trouve que les Belges se sont un peu trop précipités en fait. Et surtout, imaginons par chance les championnats puissent reprendre d'ici juin, disons, et que ce soit les seuls cons entre guillemets qui est arrêté le championnat alors que les autres arrivent à finir leur championnat, c'est un peu con quand même, tu vois. Et qui se retrouvent sanctionnés par l'UEFA. Voilà. Ce serait dommage. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, Kylian, sur le fait que l'UEFA, même s'ils n'ont pas effectivement leur mot à dire véritablement, mais il y a au moins des façons de le dire. Enfin, là, clairement, de menacer comme ça, je trouve ça un peu dur. Après, oui, c'est une ingérence claire, quoi. Ouais, bien sûr. Mais on peut comprendre aussi, tu vois, parce que, comme tu dis, après, eux, ce qui les intéresse, c'est surtout les clubs qui vont se qualifier pour leur Coupe d'Europe. Mais... Et la réflexion est pas bonne. Mais l'UEFA représente quand même l'intérêt des clubs européens. Peu importe. Non, mais je suis d'accord, mais la réflexion, comment c'est amené, c'est pas bon, quoi. D'ailleurs, c'est une menace, en fait, qui a été dite par l'UEFA, mais ça a été pris en association avec l'association des clubs européens, présidée par le président de la Juve, et les dirigeants des différents championnats. Ouais. Donc ça a été signé, ce courrier a été signé par ces instances. Et pour le moment, il y a que la Belgique qui s'est prononcée, qui se serait prononcée, parce que c'est pas encore officiel, on le rappelle, que la JPR Pro League ne serait pas encore terminée. Donc c'était en début de semaine, l'UEFA a tenu une réunion en visioconférence avec les 55 membres de son association, donc les différentes ligues et fédérations. Ouais. À l'issue de celle-ci, la décision a été prise d'annuler donc déjà les différents matchs amicaux des sélections nationales en juin, donc ce qui est une bonne chose afin d'offrir de nouveaux créneaux pour les championnats, qui est pour l'UEFA une priorité absolue avant de se concentrer sur les compétitions européennes que sont l'Europa League et la Ligue des Champions, après la fin de la crise du coronavirus. Donc le programme qui serait mis en place par l'UEFA serait le suivant. Donc les ligues pourraient se conclure en juillet ou en août, tout dépendra de la date de reprise des championnats. Tout comme la Ligue des Champions et la Ligue Europa, plusieurs groupes de travail ont été formés pour étudier tous les scénarios de reprise possibles. Alors, dans l'hypothèse où on reprendrait courant mai, voire juin au plus tard, est-ce que ce modèle vous conviendrait, messieurs ? Si ça reprend juin et disons que ça finit à les fin juillet, tu laisses 3 semaines de repos aux joueurs comme ce qui est fait d'habitude. Tu peux reprendre, on va dire, début septembre.
ça fait que tu perds un mois. Après, ça dépend des championnats. Hein. Mais en France, tu perds un mois de compétition qu'il faut que tu retrouves forcément quelque part. C'est jouable. Après, ça veut dire que forcément, sachant que tu auras l'Euro l'année prochaine, ça veut dire que tu vas avoir pas mal d'équipes qui vont jouer tous les 3 jours, quoi. Ouais. Alors après, en France, t'as la Coupe de la Ligue en moins, ça va les libérer de la place. Mais pour d'autres pays, faudra voir comment. Est-ce que peut-être qu'on fera comme les Anglais, de faire jouer des matchs à Noël et au jour de l'an, tu vois. Ce qu'on demande un peu depuis longtemps, ce qui serait cool. Mais voilà, je pense que c'est jouable. Après, il faut voir les dates exactes, ne pas mettre en danger les joueurs sur les préparations, que ce soit de reprise là pour la fin de saison ou pour la saison prochaine. Et puis voir les conditions. Ouais, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est effectivement si tu reprends en juin, tu finis la saison fin juillet et que tu reprends début septembre et que tu arrives à te démerder avec ton calendrier pour ensuite laisser la place à l'Euro en fin de saison prochaine. Parce qu'il faut pas oublier l'Euro, oui. Je pense que c'est jouable, mais par contre, il va y avoir beaucoup de matchs regroupés en très peu de temps, quoi. Alors, il y a eu une hypothèse soumise par André Villas-Boas, entraîneur de l'Olympique de Marseille, il y a quelques semaines, qui lui a proposé de se caler en fait sur le calendrier qui serait donc en 2021-2022 pour la Coupe du Monde au Qatar, qui se déroulera, on le rappelle, en décembre. De se caler en fait sur ce modèle-là, donc c'est-à-dire finir les championnats au mois de décembre pour se caler sur cette compétition. Est-ce que c'est un modèle qui serait viable selon vous? C'est difficilement organisable. Hein. Enfin, dit comme ça, en fait, ce genre d'organisation, de toute façon, hein, c'est digne d'horlogerie. Mais c'est le genre de choses, à mon avis, qui peut être une bonne idée, mais avec une organisation très poussée, très détaillée, minutieuse. Et de toute façon, cette idée-là revient pas. En tous les cas, dans les retours qu'on a à travers les médias, hein, il n'y a pas grand-chose, mais dans les retours qu'on a, c'est pas une idée qui revient souvent, ni même tout court qui revient. Donc, je pense pas qu'en soi, ça soit faisable. Après, je sais pas ce qu'en pense Christophe, mais moi... disons que c'est faisable, mais tu vas avoir pas mal de soucis. C'est que du coup, tu vas devoir adapter la Ligue des Champions. Ça veut dire qu'après, pour retrouver un rythme normal, qu'on appelle normal de juin, enfin d'août à mai, ça va être très compliqué de retomber sur un rythme normal. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais c'est quasiment impossible à mettre en place par rapport aux habitudes qu'on a. Parce que si tu fais jouer des championnats en juillet-août, je suis pas certain que ça soit très intéressant. Club européen de faire jouer des matchs juillet-août où les gens sont en vacances. Il y a déjà des championnats, mais au mois de juillet, je pense qu'il y aurait personne dans les stades. Donc je suis pas certain. Effectivement, ça peut être intéressant comme ça, dit comme ça, c'est-à-dire de dire effectivement, arrêtons là et finissons la saison au mois de décembre pour se caler sur la Coupe du Monde 2022. Mais de toute façon, la Coupe du Monde 2022, ça sera vraiment un cas à part. Après, ça sera une saison un peu différente, mais il faut qu'on retrouve un rythme normal par la suite. Et ça, après, c'est que si tu fais ça, ça va être très compliqué. Mais c'est trop risqué. Alors, toujours concernant, on va revenir en fait sur le courrier que l'UEFA a transmis aux différents clubs de sa confédération. Donc, sans mentionner forcément le cas belge, hein, donc je vais vous lire un passage de cette lettre. Donc, étant donné que la participation aux compétitions interclubs de l'UEFA est déterminée par le résultat sportif obtenu à l'issue d'une compétition nationale complète, une résiliation prématurée jetterait des doutes sur le respect de ces conditions. Sans mentionner forcément le cas de la Jupiler Pro League. Donc l'UEFA se réserve le droit d'évaluer le droit des clubs à être alignés aux compétitions interclubs de l'UEFA 2020-2021, conformément au règlement de compétition applicable. Nous savons à quel point vous partagez avec nous les valeurs fondamentales de notre sport et nous sentons votre soutien dans notre mission de protéger l'intégrité de ces compétitions. Est-ce que ce raisonnement de l'UEFA, il est plutôt bon? Moi, à titre personnel, je trouve que c'est plutôt
cohérent en soi. Parce que si, par exemple, le cas belge est le seul en Europe, je ne vois pas pourquoi, pour le coup, il n'y aurait pas de sanction, puisqu'il y aurait un mauvais élève et les autres qui auraient suivi les directives de l'UEFA qui seraient, entre autres, pas défavorisés, mais disons que... Donc le club Bruges, voilà, par exemple l'exemple du club Bruges là qui va être qualifié en C1 sans finir son championnat, il serait pour le moment unique parce qu'on n'a pas encore d'informations sur les autres championnats réels, concrètes sur ce qui va se passer. Le seul championnat où on a pour le moment des certitudes et encore c'est pas sûr, ce serait sur ce championnat. Est-ce que on parlait d'équité tout à l'heure, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'équité à ce que la Belgique fasse ça et pas les autres? Mais c'est pour ça, c'est ce que je te dis, ils doivent, ce qu'ils doivent faire, c'est quoi qu'il arrive, qu'ils décident d'arrêter ou de pas arrêter, que ça soit une décision collégiale, que ce soit tout le monde prenne le même type de décision, sauf cas particulier. Imaginons que des pays européens où tout va mieux, il n'y a plus trop de soucis, mais que tu en as un ou deux autres pays qui sont toujours en galère. Effectivement, dans ce cas-là, il n'y aura pas de décision collégiale. Mais j'imagine que de toute façon, tous les pays sont plus ou moins dans la même situation à l'heure actuelle. Donc, ils sortiront tous globalement pareil. C'est-à-dire, d'ici un mois, ça sera mieux pour tout le monde ou pas mieux pour tout le monde. Enfin, à moins qu'il y ait des cas particuliers, un peu comme l'Italie. Mais c'est pour ça, le plus important, c'est de prendre une décision collégiale. Et c'est pour ça que je te dis, les Belges, je comprends pas, ils se précipitent, alors que ça change quoi qu'ils prennent une décision maintenant ou imaginons peut-être fin avril. Parce que d'ici fin avril, j'imagine qu'on y verra beaucoup plus clair. D'ici un mois, on verra comment se passera la chose et ce qui sera à peu près, à mon avis, la fin du confinement peut-être français. Mais que les mecs soient un peu intelligents, juste attendons un peu, ça ne coûte rien d'attendre. De toute façon, quoi qu'il arrive, on est bloqué pour l'instant. Donc, attendons un peu et au vu des situations, il faut qu'il y ait une décision collégiale d'ensemble qui soit prise et pas genre chaque pays fait ce qu'il a envie, tu vois. C'est quand même une situation exceptionnelle, tu vois. C'est pour ça, effectivement, et en plus, comme tu dis, en termes d'équité, c'est vachement important. Il faut que tout le monde soit à peu près sur le même pied d'égalité, sauf cas exceptionnel, comme je te disais, si vraiment tu as des pays qui vont mieux et d'autres qui sont toujours en bas, bah, les pays qui sont en bas, s'ils peuvent pas faire leur championnat, ils peuvent pas faire le championnat. Faudra pas les sanctionner. Mais ça, il faudra voir au fur et à mesure du temps. Kylian, toi, tu es plutôt d'accord, je suppose, avec ce qu'a dit Christophe? Oui, globalement, faut quand même qu'il y ait une décision collégiale, unilatérale, pardon, que ça soit en ordre de bataille, quoi, que tout le monde prenne la même décision, quelle qu'elle soit, que je sois en accord avec ou pas, la décision sera prise et voilà. Mais que tout le monde soit ok, sauf cas exceptionnel, comme l'a dit Christophe. Mais en tous les cas, il faut que tout le monde se mette d'accord parce que effectivement, si un va dans un sens, l'autre dans le sens inverse, un autre dans l'autre sens, enfin bref, ça va être un bazar monstre. Donc une décision globale et effectivement, si tel est le cas, si tous les championnats se décident à maintenir leur propre championnat et aller jusqu'à son terme et qu'il y a que la Belgique qui reste de côté, effectivement, une sanction là pour eux serait logique parce que ils seraient allés un peu trop vite et ils n'auraient pas tenté de prendre une décision tous ensemble. Donc effectivement, je rejoins Christophe. Alors, on va terminer l'émission sur deux cas qui sont encore en réflexion, notamment pour l'Italie et l'Angleterre. Donc, cette stratégie en fait de l'UEFA pour le moment elle constitue une réelle menace sur les différents championnats européens. Donc, notamment en Italie et en Angleterre, deux des plus prestigieux championnats en Europe et au monde. Donc pour le moment, la piste d'un arrêt du championnat est également évoquée dans ces deux pays. Donc en Serie A, par exemple, le président de Brescia, donc qui est le club lanterne rouge de Serie A, qui est une ville qui est située au cœur de l'épidémie donc en Italie, a même menacé de déclarer forfait pour tous les matchs restants à disputer si la saison venait à reprendre. Est-ce que vous trouvez le raisonnement du président de Brescia légitime ou pas du tout, ou complètement démesuré? Christophe, vas-y, tu veux. Ouais, bah, je trouve ça un peu, comme je dis,
c'est un peu à la va-vite, quoi. Ok, si la situation n'évolue pas dans la ville de Brescia, effectivement, on peut se poser la question de si on te force à reprendre, c'est peut-être pas la meilleure des décisions. Et dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais pourquoi dire ça maintenant alors qu'on est encore dans le truc, quoi. Donc, alors une idée qui a été reprise également pour faire le parallèle avec l'Angleterre, qui a été reprise par la vice-présidente de West Ham, Karen Brady, qui a exprimé une idée identique, donc de faire forfait jusqu'à la fin de la saison si le championnat venait à reprendre. Ça paraît totalement inconcevable. Franchement, mais tu vois, on veut bien entendre ce genre de discours, mais comment tu peux prendre ce genre de discours en ne sachant rien? Comment tu sais pas si ça va reprendre, si ça reprend, dans quelles conditions? Enfin, c'est toujours facile de dire des choses alors que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer pour l'instant, comment les choses vont évoluer. C'est bien facile de dire ouais nous si c'est comme ça, si ça reprend, on fera forfait. C'est sûr que si on demandait aux gens de reprendre maintenant, oui bien sûr que ça serait complètement con, et de dire que que tu feras forfait, oui c'est logique. Mais d'ici un mois ça va évoluer, on sait pas, on verra. Enfin, ça m'énerve en fait. Tout le monde défend un peu sa paroisse, ce qui est un peu normal aussi. Mais les gens, est-ce qu'ils arrivent à comprendre que c'est quand même un cas extraordinaire, qui n'arrivera peut-être pas de suite, enfin je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas c'est vraiment un truc qui est jamais arrivé depuis bien longtemps. C'est quand même des cas exceptionnels. Il faut que les gens arrivent à quand même être conciliants et être patients, et de voir un peu comment les choses évoluent. Peu importe que les championnats s'arrêtent ou pas. Attendons de voir comment les situations évoluent, et je suis persuadé que quoi qu'il arrive, les moins pires décisions, parce qu'il n'y aura pas de meilleures décisions, mais les moins pires décisions seront prises. Voilà. Après, ça plaira pas, mais on n'aura pas le choix. Ça sera comme ça. Alors, pour prendre le cas en première ligue, les gars, il y a donc Liverpool qui est en tête du championnat avec plus d'un point d'avance. Et qui est en tête vraiment depuis le tout début, qui a écrasé la concurrence en Angleterre. L'arrêt pur et simple du championnat pourrait être une décision vraiment catastrophique, vraiment injuste pour Liverpool. Si ça venait à arriver, est-ce que vous seriez forcément en accord avec ça ou pas du tout par rapport à Liverpool? Tu parles de partir sur une saison blanche, c'est ça? Oui, surtout en Angleterre. C'est proprement scandaleux si ça devait arriver, à mon avis. Parce que quand on voit tous les clubs qui se mettent tous ensemble plus ou moins, Liverpool, seul contre tous, c'est un petit peu, je trouve que c'est un peu, après c'est du foot, hein, il y a du business tout ça derrière, on est d'accord. Mais je trouve que c'est un peu dégoûtant, quoi. Et quand je vois de l'autre Wayne Rooney qui a joué à Everton et qui est censé être un joueur ennemi toujours de Liverpool, et qui va plutôt dans le sens d'un Liverpool qui doit être champion, parce que c'est la logique qui doit être respectée. T'as pas 20 points d'avance par hasard, t'as pas écrasé le championnat pendant quasiment toute l'année par hasard. Lui, même si c'est censé être un ennemi de Liverpool, un joueur comme lui, c'est être logique, il reconnaît que de toute façon, Liverpool doit être champion, et que dans le cas contraire, ça serait totalement injuste. Et pour moi, c'est pas une décision qui devrait même être étudiée vu la situation de Liverpool. Alors, juste une dernière chose avant de terminer, j'aimerais qu'on parle un petit peu des diffuseurs, puisque l'arrêt des compétitions déjà domestiques pourrait avoir de grosses répercussions pour l'UEFA. Les diffuseurs de toute l'Europe sont plutôt attentifs à cette situation. Et comme on l'a vu, beIN Sport et Canal+ en France ont déjà interrompu le versement des droits télé. Surtout, cette situation, comme on l'a dit, est inédite pour ça, et notamment pour les diffuseurs. Donc, est-ce que vous comprenez la décision des diffuseurs de ne pas payer l'intégralité des droits télé dans ce genre de situation? Moi, ça me choque pas en soi.
Il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de match, donc je trouve ça plutôt logique, même si on peut dire que oui, mais bon, ils sont engagés sur une saison, donc ils devraient régler sur la saison. Ça peut être aussi compréhensible. Après, moi, je trouve que se posera surtout la question de s'ils payent pas à l'heure actuelle et que le championnat finalement ne reprendra pas. Là, on pourra se poser des questions sur le fait que les mecs, par solidarité, ils pourraient quand même peut-être pas verser tout le reste qui reste à payer, mais au moins une partie en termes de solidarité. Mais par contre, après, s'ils payent pas maintenant et que le championnat reprend après et qu'ils payent le reste, voilà, il y aura pas de souci en soi. C'est pour ça, effectivement, là comme ça peut choquer. Mais imaginons que le championnat reprenne et qu'il paye le reste, voilà, l'affaire sera réglée. Ouais, si le championnat ne reprend pas, là, ça peut faire très très mal effectivement, et peut se poser la question pour les diffuseurs en termes d'éthique, de dire bon, effectivement, on peut comprendre que vous voulez pas payer une partie des droits télé vu qu'il n'y a pas eu de match. Mais peut-être par solidarité de payer au moins une partie, peut-être la moitié, j'en sais rien, enfin, peu importe après le pourcentage, mais pour limiter la casse, parce que eux, ils vont être perdants dans le cas. S'ils payent pas le reste des droits télé au club, tu vas avoir des clubs qui vont être très très mal, et forcément, ça va rejaillir sur le championnat, et donc forcément, sur les droits télé qu'ils ont payés, quoi. Enfin, sur les matchs qu'ils ont payés, tu auras des répercussions puisque tu auras des clubs qui peut-être foutront la clé sous la porte, ou seront moins ambitieux l'année prochaine et donc forcément moins de qualité dans leur effectif et donc des matchs de moins de bonne qualité, enfin ainsi de suite, quoi. Enfin, c'est pour ça que c'est vrai qu'à l'heure actuelle ça peut choquer, mais si le championnat reprend finalement au mois de juin et que tu as tous les matchs qui sont joués, tout le monde s'y retrouvera, plus ou moins. Mais par contre, effectivement, la question se posera vraiment si le championnat reprend pas, là, effectivement, ça risque d'être compliqué pour tout le monde. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça parce que il y aura de toute façon un manque à gagner pour plein de clubs si le championnat ne se finit pas. Et c'est le point central de toute façon, parce que s'il y a un manque à gagner pour certains clubs, comme tu l'as dit, il y en a plein qui vont risquer de mettre la clé sous la porte. Et de toute façon, voilà, ça pourrait mettre un gros coup de pied dans l'économie du foot français. Donc, même européen, mondial, enfin tout ce que tu veux. Oui, non, mais vu que là on est fixé sur notre championnat, c'est pour ça. Mais oui, mais dans tous les cas, c'est une position qui peut se comprendre, mais qui peut aussi choquer, comme tu dis. Et de toute façon, il faut attendre les décisions qui seront prises pour savoir ce qu'il en sera, quoi. Ok les gars, alors on a fini sur ce sujet, donc ce que je vous propose, c'est que comme dans tous les épisodes de temps additionnel, ce qu'on fait, c'est qu'on finit dans la bonne humeur. On va finir sur un petit quiz, donc pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on a l'habitude parfois de faire des quiz déclarations. Donc c'est très simple, je vais citer le top des déclarations de la semaine sélectionnées au préalable, et les chroniqueurs vont devoir deviner qui a dit cette déclaration. On va commencer avec la première. Le football nous manquons de l'Asie que nous avions il y a quelques jours. Mais il est maintenant temps d'écouter, de suivre nos scientifiques, nos médecins et nos personnels soignants. Vous êtes ma famille du football et nous allons tout faire pour que vous vous sentiez mieux. Nous reviendrons de cette situation plus fort, meilleur, plus gentil et un peu plus gros aussi. Restez chez vous, restez en sécurité. Qui a dit ça? C'est drôle. Alors, on est outre-Atlantique. Outre-Manche. Pep Guardiola? Bonne réponse. C'est Pep Guardiola qui s'est exprimé de Manchester City il y a quelques jours. Un point pour Kylian. Deuxième citation. Notre volonté a toujours été d'accepter une baisse de salaire. En cela continue de nous surprendre que de l'intérieur du club, on essaye de nous mettre sous les feux des projecteurs afin de nous mettre la pression pour faire quelque chose que nous avons toujours voulu faire.
Putain, ça se voit que je lis plus trop tout ce qui est l'équipe, les trucs comme ça, les déclarations de foot. Alors là, c'est un communiqué qu'un joueur a fait concernant il a été agacé en fait que lui et ses coéquipiers, des rumeurs en fait qui disent que lui et ses coéquipiers ont refusé une baisse de salaire alors que ses coéquipiers allaient bel et bien renoncer à 70% de leur salaire. Cristiano Ronaldo, on va dire. Non, mais on est dans la même veine. Bah, Messi. Bonne réponse, Kylian. Ouais, ça va, ça va l'indice. Hein. Dans le même. Ouais, faut que ça aille vite, les gars. Donc, ouais, voilà, agacé par les rumeurs attestant que les Blaugrana ont refusé une baisse de salaire en ces temps de crise. Donc, le club, le capitaine catalan a annoncé que lui et ses coéquipiers allaient renoncer à 70% de leur salaire pour que les salariés du club puissent toucher leur salaire complet. 2-0 pour Kylian. Troisième citation. Quand on a 2 neurones, c'est compliqué d'avoir une vie intérieure. Quelle indécence! Quand on est millionnaire et qu'on vit dans un immense espace comme c'est le cas de Di Maria, on ne doit pas se plaindre publiquement. Ici, en Espagne, on entrepose des cadavres dans une patinoire. Alors, les états d'âme d'un footballeur mieux installé que 99,99% des gens. Voilà. C'est cherchez pas un journaliste, c'est un journaliste, pardon. Cherchez pas un joueur, pardon, c'est un entraîneur. C'est un journaliste français. Ça va être. Fred Hermel. Ah putain. Fred Hermel, bonne réponse. Vu que c'est Espagne, journaliste français. Ouais. Le rapprochement était vite fait, pour le coup. 3-0 pour Kylian. Félicitations. Un footballeur peut vivre sans être payé pendant 6 mois ou même 1 an. Mais je suis désolé pour ceux qui ont des enfants et doivent partir travailler à 6h du matin et revenir à 7h du soir pour nourrir leur famille. Dans cette situation, nous, les footballeurs, devons donner l'exemple. Nous devons aider, surtout pour la nourriture. Pour moi, c'est facile de parler depuis ma maison. Je sais que j'ai de la nourriture pour mes enfants. Il faut être présent pour les gens en difficulté. Alors là, on est plus sur un attaquant Gabriel en Europe il y a quelques années et qui est parti du continent. Carlos Tevez. Carlos Tevez, bonne réponse. Oh là là. Il est on fire, Kylian, aujourd'hui. Donc, on parlait bien de l'attaquant du Boca Juniors qui a prononcé un discours exemplaire pour le coup. 5e citation. La mort de Pape Diouf m'attriste beaucoup. On s'appréciait très sincèrement bien au-delà de la rivalité sportive entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Non. C'était un type bien, un grand dirigeant, mais surtout un homme cultivé et un humaniste. Pape restera comme l'un des beaux souvenirs de ma présidence. C'est trop dur, trop injuste, repose en paix, Pape. Alors, là, on partirait sur un ancien président du PSG. Francis Graille? Non, c'est pas Francis Graille. C'était qui, putain? Alors, il y en a eu plusieurs à son époque. Villeneuve? Alors que j'ai dit. C'est pas Villeneuve, non. Que Pape Diouf, c'est entre 2005 et 2010. C'est ça. Putain, mais c'est qui déjà? Voilà. Je sais plus. Alors, il a été président jusqu'en 2008 du Paris Saint-Germain. Il avait d'ailleurs démissionné suite à ce qu'on lui avait imposé, en fait, un directeur sportif qui n'a pas apprécié. Du coup, il a été remplacé à son poste de président. Merde, comment il s'appelle? Je l'ai en plus. Je vois sa tête. C'est bien d'avoir sa tête, mais il faut un nom. Je retrouve. Kézak. Oui, Alain Kézak, tout à fait, bonne réponse. Ancien entraîneur président du Paris Saint-Germain, qui a donc démissionné en 2008 de son poste et qui a là rendu hommage à Pape Diouf, dans l'équipe le 2 avril. Premier point de Christophe, bravo. 4-1.
6e citation, nous avons été exposés jusqu'au dernier moment. Ils ont continué à tirer la corde pour voir si nous pouvions continuer à jouer jusqu'à ce que la situation ne soit pas viable. Nous avons continué à jouer pendant plusieurs semaines. Nous avons continué à nous entraîner, à jouer à huis clos jusqu'à ce qu'un joueur soit testé positif. Donc là, il parle de Rougani et que nous et les joueurs de la Juventus, les joueurs de la Juventus soyons en quarantaine. Matuidi. Non, mais on est dans le bon championnat. Il n'y a pas de... Je crois savoir. Alors, c'est un des derniers matchs qui s'est joué avant l'arrêt du championnat. Alors, je pense que c'est un joueur de l'Atalanta Bergame. Non. Ah non Ça aurait pu, mais non. Putain. Allez, petit indice, c'est un joueur de l'Inter Milan. Lukaku. Non. Lautaro Martinez. Non plus. Antonovic. Non. T'étais sur une bonne piste avec Martinez, c'est un joueur sud-américain. Sud-américain, l'Inter. L'Inter, je connais vraiment plus. Défenseur central. Ouais, non plus. Godin. Godin, bonne réponse de Christophe. Donc, il n'a pas mâché ses mots, lui non plus. Donc, Lukaku, ça aurait pu, puisqu'il a lancé un petit shoot aujourd'hui par rapport à la situation. Mais ce n'est pas lui, là, c'était Diego Godin. Bonne réponse. 4-2. 7e citation. Pape a marqué l'histoire de l'OM. Ce type avait beaucoup de consistance et une grandeur d'âme exceptionnelle. Il pouvait être d'une mauvaise foi totale, mais il avait des convictions. Ses attaches communistes du début s'étaient un peu évaporées, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était fort avec les forts et bienveillant avec les faits. C'est généralement le contraire chez beaucoup de gens. À l'OM, il en avait assez des jalousies autour de lui. Non. Alors il est parti sans faire de scandale. Chapeau l'artiste. Alors on est bien sûr sur quelqu'un qui a côtoyé l'Olympique de Marseille, mais qui Mais qui, oui. Mais qui Ah. Mais qui Mamadou Niang. Non, on n'est pas sur un joueur en tout cas. Non, de toute façon, c'était pas Niang, parce que j'ai vu sa déclat. Est-ce que ça serait pas Deschamps. José... vas-y. Pas Deschamps, pas Anigo, non. Je t'allais dire José Anigo. Ouais, j'ai entendu le dire, c'est pour ça. Alors, je vais vous aider, on est sur un ancien président. La Brune. Non. Ah non Dacier. Non, pas Dacier. C'est plus vieux. Ah ouais. Tapis. Tapis, bonne réponse. La remontada de Christophe. Il y a combien de questions? Il y en a encore 3. Oh merde. 4-3. Alors là, on va partir sur quelque chose de violent. Fils de pute, vous n'êtes que de la merde, n'est-ce pas l'Afrique est votre terrain de jeu? Drogba. Non. Fadiga. Non. Eto'o. Oui, Samuel Eto'o, bonne réponse. Je me semblais que c'était Drogba ou Eto'o. Donc c'était suite à un échange sur LCI entre deux médecins qui proposaient d'utiliser l'Afrique pour tester des vaccins BCG contre la tuberculose face au Covid-19. L'ancien attaquant du Barça, il a vu rouge, voilà, tout simplement. Il a pété un câble. Voilà. On va pas rentrer dans la polémique, mais c'était assez drôle de le voir s'énerver comme ça. 5-3. Avant-dernière citation. Pape, tu as été un homme avec qui valeur et humanité prenaient tout leur sens. Tes mots résonnent encore en moi. Sache que de là où tu es, l'homme de cour m'accompagne au quotidien, comme tu me l'avais conseillé. Tu laisseras une trace de ton passage dans ce monde où les plus jeunes pourront s'inspirer de toi. Pape, tu n'es pas mort. Merci pour ce que tu as été et continue d'être. Ancien joueur de l'OM, qui a été recruté par Pape Diouf en 2008. Et qui joue encore d'ailleurs. À l'OM? Non, il joue plus à l'OM. Il joue encore au football, quoi. Ouais. Il a gagné pas mal de... Non, il a gagné pas mal de titres en France, notamment Ben Arfa. Pas Ben Arfa.
bonne réponse. Alors, je suis désolé, mais je crois que je l'ai dit, en fait. Bah oui, tu l'as dit. C'est con, non, mais alors, j'annule ce point. J'ai attendu. J'annule ce point, j'avais cru mal entendre, je fais bon. J'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette, c'est ma faute. Autant pour moi. J'annule le point. J'en ferai une dernière, vous en faites pas. Avant-dernière, donc là ça va être facile, ça va être le premier qui va dégainer. On ne confond pas la Formule 1 avec le karting. Benzema, et c'est Christophe qui l'a dit en premier. 5-4, la dernière pour 2 points. Quel connard. Et là c'est pas une citation. Va falloir être vif là aussi. Il y a un consultant qui va quitter bientôt sa chaîne et le groupe dans lequel il travaille. Un consultant historique de ce groupe. Qui est-ce? C'est pas encore acté, mais ça va se faire bientôt. L'info est tombée il y a quelques minutes. Putain, je sais pas suivi. Ah, il y a quelques minutes, t'es marrant toi aussi. Ah, mais bon, là, c'est bon, je vous donne un point comme ça. Le mec qui l'a, il gagne, quoi. Eric Carrière? Non, on n'est pas sur ce groupe-là, en tout cas. Je sais pas, Riolo? On est dans le bon groupe. Ah. Roten? Non. Dimeco? Non, c'est pas Dimeco. Rességuier? Non, c'est pas Jeannot Rességuier. Merde. Courbis peut-être? Toujours pas. Il a une émission à lui sur RMC. Dugarry, bonne réponse de Christophe qui remporte le quiz. En fait, je crois qu'il y a un décalage. Je crois qu'il y a un décalage parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de le dire en même temps. Non, je l'ai vraiment entendu avant. Il y aura le replay sur le podcast, vous pourrez l'écouter. Mais Christophe, pour moi, est vainqueur sur ce coup-là. Donc, en effet, Christophe Dugarry il faut lâcher le fric, mec, si tu veux gagner. Il faut lâcher le fric. En effet, Christophe Dugarry a décidé de quitter RMC comme l'annonce l'équipe. L'a annoncé aujourd'hui, donc consultant qui touchait quand même 700 000 euros par an. Ça va. C'est pas mal. Aurait annoncé son choix à ses supérieurs depuis plusieurs semaines et donc il pourrait prendre une pause médiatique après 14 ans passés derrière les micros et les caméras. Donc apparemment il y aurait des noms cités pour le remplacer comme Abid Bey, qui serait en fin de contrat chez Canal. Donc qui est décrit que d'ailleurs comme la cible idéale compte tenu de sa popularité. Voilà, donc c'était l'info du jour qui fait gagner Christophe. Bravo à toi, mec. Et pour notre part, voilà, l'émission se termine sur cette victoire. Donc merci de nous avoir suivis. Donc n'hésitez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Donc on est sur Twitter, Facebook, également sur YouTube parce qu'on va continuer à proposer du contenu sur YouTube qui sera différent de ce format. On va continuer sur cette plateforme également. Suivez-nous sur Togoal parce qu'on est aussi sur Togoal, l'appli 100% foot. Et donc n'hésitez pas à faire vos retours sur cette émission. Il y en aura d'autres d'ici les prochaines semaines. Vous en faites pas, on essaiera de vous proposer une émission par semaine sur l'actu, même si en ce moment elle n'est pas très exhaustive, mais il y aura toujours de quoi parler. Voilà les amis, merci à vous Christophe, merci Kylian, merci. Et merci à Sports Content de nous permettre de diffuser nos podcasts sur différentes plateformes. Voilà, c'était Temps Additionnel, à la semaine prochaine, salut tout le monde. Restez chez vous. Salut, restez chez vous. Ciao.